Il régnait un silence singulier dans cette pièce, pas le silence d'un lieu désert, mais ce genre de silence qui s'installe lorsque l'air déserte les poumons de tout le monde au même instant, le genre qui précède un effondrement. Le bruit d'un stylo s'abattant sur la table en acajou résonna comme un coup de feu. Au centre de ce bureau de marbre et de vanité, au milieu d'hommes en costume qui pesaient des fortunes et exhalaient l'ambition, se tenait une femme en tablier, simple, aux mains calleuses, pointant le doigt vers un contrat épais comme une Bible, vers un passage surligné en rouge qu'absolument personne ici, à cet instant, ne souhaitait la voir déchiffrer. Mais elle savait lire. Elle en savait infiniment plus que quiconque, dans cette pièce, n'avait daigné l'imaginer. Ses yeux balayèrent la page avec un calme qui jurait avec le chaos ambiant. Les cadres échangeaient des regards fébriles. Un conseiller tira son voisin par la manche. Et Christine, dans sa robe de créateur et avec ce sourire qu'elle avait répété pendant des mois, se mit à gesticuler frénétiquement, tentant de coudre ensemble des mots qui refusaient de sortir. C'est alors que Madame Hélène prit le stylo des mains d'Édouard, avec délicatesse, comme on retire un objet fragile des mains d'un enfant avant qu'il ne se blesse. Elle le glissa dans la poche de son tablier, leva l'autre main, pointa un paragraphe au beau milieu du contrat, un passage en arabe, et lorsqu'elle ouvrit la bouche, ce qui en sortit ne fut pas son français modeste habituel. Ce furent des mots fluides, incisifs, portés par un accent qui ne se forge qu'après des années d'immersion. Elle parla d'abord en arabe. Elle laissa les représentants du fonds d'investissement, de l'autre côté de la table, l'entendre sans intermédiaire. Elle lut sur leur visage la confirmation de ce qu'elle redoutait déjà. Ensuite, elle se tourna vers Édouard et traduisit. La clause 47, sous-section 3, l'acheteur cédera 51% du fonds de roulement à une holding écran aux Caraïbes, contrôlée par la fiancée du vendeur, au moment de la signature. Elle marqua une pause, plongea son regard directement dans celui de Christine. Ceci n'est pas une négociation, c'est une escroquerie. Mais pour comprendre comment une femme de ménage en est arrivée à cet instant précis, il nous faut remonter le temps. Il faut reculer de 30 ans. Madame Hélène a débarqué dans ce penthouse parisien à 28 ans, les mains propres, la tête haute et poussée par une urgence absolue, nourrir sa petite fille qu'elle avait laissée chez la voisine ce lundi matin-là. Elle n'avait pas de référence, pas de recommandation prestigieuse. Elle n'avait qu'une lettre manuscrite rédigée par le propriétaire d'un petit immeuble où elle avait trimé pendant 2 ans sans rater un seul jour. Le patriarche de la famille, Monsieur Arnaud, l'avait reçue sur le palier comme n'importe quelle autre candidate. Il l'avait jaugée quelques secondes, lui avait demandé de commencer le lundi suivant et était parti en trombe à une réunion. Aussi simple que cela, sans cérémonie, sans promesse. Mais c'est entre les murs de ce duplex qu'Hélène a bâti une chose qu'aucun salaire ne pourra jamais acheter, le savoir. Elle a appris chaque recoin de cet appartement comme on dévore les chapitres de son livre favori. Elle savait que la toile dans le couloir était une aquarelle acquise par le patriarche à Istanbul, lors d'un voyage d'affaires dans les années 80. Elle savait que le tapis du salon avait appartenu à la grand-mère, que la pièce en cristal sur l'étagère était un présent d'un associé émirati, et que cet associé était devenu, avec le temps, l'un des piliers du groupe. Elle a appris parce qu'elle prêtait attention, parce que lorsque vous êtes invisible pour les gens qui vous entourent, le monde vous parle beaucoup plus fort. Les années ont filé, apportant leur lot de dîners d'affaires, de conciliabules dans le grand salon, d'associés étrangers qui venaient et repartaient. Hélène servait le café, débarrassait les tasses, rangeait les manteaux, et elle écoutait, sans aucune malice. Tout simplement parce qu'elle était là, et que personne ne s'est jamais soucié de baisser la voix en sa présence. C'est ainsi que, presque par accident, elle a commencé à saisir des bribes d'arabe. Un mot par-ci, un mot par-là. Des expressions qui tournaient en boucle dans les discussions de Monsieur Arnaud avec ses partenaires du golf. Un jour, piquée par la curiosité, elle a acheté un lexique de base chez un bouquiniste du quartier. Puis est venu un 2e ouvrage, puis un 3e. Et enfin, des décennies plus tard, la maîtrise absolue, silencieuse, inébranlable, forgée sur son temps libre, une fois sa fille endormie. Personne ne le savait. À quoi bon s'en vanter? Édouard a grandi en considérant Madame Hélène comme une partie intégrante du décor de ce foyer. Mais contrairement aux adultes qui gravitaient autour de lui, il ne l'a jamais traitée comme un meuble.
Tout petit, il restait collé à elle pendant qu'elle repassait le linge, buvant ses récits sur des villes qu'elle n'avait jamais visitées, mais qu'elle connaissait par cœur grâce à ses lectures. Adolescent, il lui confiait les tourments qu'il n'arrivait pas à avouer à son père. Devenu un homme, il avait continué à faire de même. Hélène voyait Édouard comme le fils que le destin avait égaré sur le mauvais chemin, au lieu du sien. Elle le connaissait sous toutes ses coutures, sa bonté sincère, sa naïveté suicidaire, son incapacité chronique à voir ce qui crevait les yeux dès qu'un joli visage lui souriait. Et c'est très exactement cette naïveté que Christine a perçue comme une opportunité en or. Christine a fait irruption dans la vie d'Édouard comme un orage en plein mois d'août, brutalement, avec un fracas assourdissant et une beauté qui fait oublier la dévastation qu'elle traîne dans son sillage. Elle était l'héritière d'une famille au nom à particules, mais au coffre de plus en plus creux, attachée de presse par profession et comédienne par vocation. Édouard, fou amoureux et désespérément en quête de validation, a vu en elle tout ce qu'il croyait lui faire défaut. L'élégance, le carnet d'adresses, une femme qui semblait savoir intuitivement comment dompter n'importe quelle assemblée. Durant les premières semaines, Christine fut prudente avec Hélène. Un sourire de façade par-ci, un merci protocolaire par-là. Mais le vernis n'a pas tardé à craquer. C'est lors du premier dîner de gala organisé par Christine dans cet appartement que le masque est tombé. Hélène servait les coupes de champagne lorsqu'elle l'entendit avec une netteté glaçante murmurer à l'oreille d'Édouard que le personnel de maison ne devrait pas circuler pendant ce genre d'événement. Que cela renvoyait une mauvaise image. Que les convives n'avaient pas besoin qu'on leur rappelle qu'il y avait des femmes de ménage dans les parages. Édouard a esquissé un sourire gêné et a changé de sujet. Il n'a pas acquiescé, mais il n'a pas non plus pris sa défense. Ce soir-là, Hélène a achevé son service en silence, a pris son sac, est descendue par l'ascenseur de service et est rentrée chez elle. Elle n'a pas versé une larme. Ce n'était pas dans son tempérament. Mais elle a soigneusement enfoui cette crasse dans sa mémoire, comme on archive une pièce à conviction. Les semaines qui ont suivi furent une succession millimétrée de petites humiliations. Christine s'est mise à lui laisser des mots exigeant des corvées impossibles à boucler dans les temps impartis. Elle a commencé à inspecter le travail d'Hélène devant les invités, pestant à haute voix contre une poussière fantôme. Elle a changé les produits d'entretien sans prévenir, pour ensuite venir hurler au scandale sur le résultat. Hélène s'exécutait, avec ce même masque de sérénité. Mais ce que Christine ignorait, ce qu'elle n'aurait jamais pu concevoir une seule seconde, c'est que cette femme en tablier qu'elle rabaissait au rang d'ustensile épongeait la moindre conversation qu'elle tenait sous ce toit. Elle écoutait ses coups de fil passer sur le balcon. Elle captait ses chuchotements dans les couloirs. Ce fut un jeudi soir, alors qu'elle arrangeait les oreillers dans la chambre adjacente au balcon, qu'Hélène surprit Christine au téléphone. La voix étouffée, le rire carnassier, l'arrogance décomplexée de celle qui se croit intouchable. Édouard ne panne rien aux affaires. Il signera n'importe quel torchon que je lui glisserai sous le nez. Hélène se figea, les mains posées sur la tête. Une fois le contrat verrouillé, je m'occuperai du reste. Elle ne broncha pas, y compris de la vieille boniche qui se prend pour quelqu'un de la famille. L'appartement était plongé dans un silence de tombe autour d'elle. En contrebas, la ville poursuivait son vacarme indifférent. Et Madame Hélène resta pétrifiée pendant quelques secondes, les mains posées sur le lin blanc, les yeux fixés sur la cloison face à elle. Puis, avec une lenteur infinie, elle finit de lisser les oreillers, prit son sac, descendit par l'ascenseur de service. Et cette nuit-là, chez elle, attablée dans sa petite cuisine, tandis que sa tasse de thé refroidissait, elle sortit le carnet de notes planqué dans son tiroir et commença à écrire. Elle avait exactement 1 semaine avant la signature du contrat, et 30 ans d'invisibilité à dégainer comme arme fatale. Maintenant, je vous pose la question. À la place de Madame Hélène, auriez-vous agi de la sorte? Auriez-vous attendu le moment opportun avec autant de sang-froid, ou auriez-vous explosé bien avant, au risque de tout perdre? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous auriez fait. Cette histoire nous prouve qu'être sous-estimé peut s'avérer être le plus grand des avantages, car celui qui vous ignore ne sera jamais préparé à ce dont vous êtes capable. Si vous aimez les histoires qui touchent l'âme et font réfléchir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rejoindre notre famille. L'aube de la réunion se leva
avec une clarté singulière sur cet appartement. Le genre de lumière presque trop clinique, quasiment artificielle, comme si le soleil lui-même avait répété son entrée pour l'occasion. Madame Hélène s'éveilla avant tout le monde, comme à son habitude. Elle passa un coup de chiffon sur le plan de travail, fit couler le café, aligna les tasses sur le plateau de service avec la même minutie qu'à l'accoutumée. Mais une atmosphère lourde pesait sur cette matinée. Un silence qui n'avait rien d'apaisant. Une veillée d'armes. Édouard descendit très tôt, sans cravate, le col de sa chemise déboutonné. Il s'assit sur le tabouret de l'îlot central et fixa le vide pendant de longues secondes avant de capter la présence d'Hélène. « Bonjour, monsieur Édouard », glissa-t-elle sans lever les yeux, achevant de plier un torchon. « Bonjour, Hélène ». Il s'empara de la tasse qu'elle lui avait préparée, en but une gorgée, et se tut. Elle connaissait bien ce mutisme. C'était le silence de celui qui a un nœud dans la gorge et qui hésite entre le ravaler ou le recracher. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle. Édouard se passa la main sur le visage. Il hocha la tête pour dire oui, mais tout son corps hurlait le contraire. Ses épaules étaient raides, ses yeux portèrent des stigmates d'une insomnie sévère et ses doigts pianotaient frénétiquement sur le marbre. « C'est le contrat », finit-il par avouer, comme s'il était plus facile de se confesser à elle qu'à lui-même. Il est énorme, interminable, et rédigé en arabe pour l'essentiel. Christine a tout passé au peigne fin, elle s'y connaît, mais moi... Il laissa sa phrase en suspens, prit une autre gorgée. Je n'ai pas lu toutes les clauses. Hélène continua de nettoyer le comptoir, lentement, comme s'il discutait de la pluie et du beau temps. Mais à l'intérieur, ses entrailles venaient de se nouer. « Monsieur Édouard », dit-elle de cette voix qu'elle réservait au moment où elle voulait qu'il écoute avec son âme, et pas seulement avec ses oreilles, un contrat dans une langue qu'on ne maîtrise pas. C'est comme une maison plongée dans le noir. Elle immobilisa son chiffon, le regarda droit dans les yeux. On ne voit pas les pièges cachés dans les coins. Édouard la dévisagea un instant, puis il sourit. Un sourire affectueux, mais légèrement condescendant. Le rictus de celui qui reçoit un conseil plein de bon sens, mais totalement inadapté à sa réalité. « Hélène » murmura-t-il sur un ton d'une douceur qui faisait encore plus mal qu'une gifle. « Tu es bien trop méfiante. Christine maîtrise la situation. » Elle ne rétorqua pas. Elle baissa les yeux et retourna à son chiffon. Il vida sa tasse, remonta se préparer, et l'appartement commença à résonner de l'agitation frénétique qui précède les grands événements. Des assistants débarquèrent, chargés de mallettes. Le grand salon fut repensé. La table basse virée au profit d'une table de conseil improvisée, des fauteuils rapatriés du bureau, des piles de dossiers alignés avec une rigueur militaire. Et trônant au centre de ce cirque, Christine. Elle fit son apparition dans une robe sombre, les cheveux tirés en arrière, avec une efficacité redoutable pour quiconque ignorait que ce n'était que du théâtre. Elle aboyait des directives, l'index pointé, déplaçait ses pions sur l'échiquier, le visage grimé de cette expression de toute puissance, propre à ceux qui ont chronométré la moindre seconde du carnage à venir. Lorsque l'escorte arabe franchit le seuil, l'appartement tout entier sembla se figer au garde-à-vous. Il s'agissait de 3 hommes, imperturbables, tirés à 4 épingles, dégageant cette prestance feutrée de ceux qui n'ont plus rien à prouver à personne. Ils saluèrent Édouard avec chaleur, gratifièrent Christine de politesse protocolaire. Et lorsqu'Hélène fit son entrée avec les carafes de café et de thé, ils prirent place et étalèrent les précieux documents sur le cuir de la table. Hélène assura le service avec la précision d'une horloge suisse. Tasse après tasse, sans renverser une larme de liquide, sans émettre le moindre tintement de porcelaine. Elle excellait dans cet art. 3 décennies l'avaient sculptée pour devenir l'ombre parfaite. Mais l'un des investisseurs, le patriarche du trio, barbe poivre et sel et monture de lunettes d'une finesse extrême, leva le nez de ses feuillets lorsqu'elle passa à sa hauteur. Il la sonda du regard l'espace d'une seconde, puis 2. Une observation qui n'avait rien d'une curiosité mondaine. C'était l'analyse de quelqu'un qui pressent une anomalie sans parvenir à mettre le doigt dessus. Hélène ne sourcilla pas. Elle déposa l'ultime soucoupe, réajusta son plateau et amorça son repli vers la double porte. C'est alors que Christine, les yeux rivés sur des clauses qu'elle faisait semblant de décortiquer, aboya d'un ton sec, calculé pour résonner aux oreilles de tous. « Débarrassez le plancher, et ne revenez pas avant que je vous sonne. » Le pire n'était pas l'ordre en lui-même. C'était le ton employé.
La désinvolture crasse de la bourgeoise habituée à traiter le petit personnel comme des parasites. Hélène s'éclipsa sans un mot. Dans le couloir, elle s'immobilisa, inspira profondément. Puis, elle gagna la cuisine, posa délicatement le plateau dans l'évier et contempla la mégalopole qui s'étalait en contrebas à travers la baie vitrée. Le sommet dura des heures. Le murmure des tractations filtrait à travers les cloisons. Elle n'en saisissait pas les mots, mais elle en décodait la mélodie. Elle devinait les pics de tension. Elle sentait les moments de concession. Elle sut à quel instant ils entamèrent la dernière ligne droite. Et lorsque la fréquence des voix bascula sur ce registre plus détendu, plus cérémonieux, celui qui sonne l'halali de la conclusion, elle saisit son plateau de service, y ajouta quelques tasses propres et retourna dans la fosse aux lions. Elle franchit le seuil à pas de loup. Le tableau qui s'offrit à elle confinait à la messe solennelle. Édouard, stylo plume en main, courbé sur le contrat, les émissaires arabes arborant des mines graves, prêtes à sceller l'alliance. Christine se tenait debout derrière lui, une main effleurant le dossier de sa chaise, telle une metteuse en scène, briefant sa vedette avant le clap de fin. Hélène s'affaira à débarrasser la vaisselle sale en bout de table, lentement, avec d'infinies précautions. Mais soudain, le talon de sa chaussure, usé jusqu'à la corde par ses kilomètres de ménage, accrocha la bordure du tapis persan. Un faux pas dérisoire, mais suffisant pour que le stylo posé en équilibre sur le bord du plateau vacille et aille s'écraser sur le marbre. Le choc métallique fouetta la pièce comme un coup de fouet. Tous les regards convergèrent, et Christine bondit de sa chaise. Les secondes qui suivirent offrirent le spectacle d'un masque de cire volant en éclats au ralenti. Les traits de Christine passèrent de la stupeur à l'exaspération, pour s'abîmer dans une zone beaucoup plus glauque, bien plus sordide, qui n'était pas à proprement parler de la colère. C'était de la haine pure, un mépris sans aucun filtre. L'abjection qui ne suinte que lorsque le bourreau se sait en terrain conquis, dispensé de toute retenue. Elle pointa un doigt vengeur en direction d'Hélène. Voilà ce qui se produit quand on s'obstine à tolérer cette classe d'individus dans la haute sphère des affaires. Ces aboiements saturèrent le salon. Aucun savoir-vivre, aucune décence. Hélène resta statufiée, agrippée à son plateau. Ses épaules, fièrement dressées depuis 30 ans, s'affaissèrent de quelques millimètres, comme si la cruauté de ses crachats possédait une densité gravitationnelle. Christine se braqua vers Édouard, qui gardait la main en suspens au-dessus du papier, le visage ravagé par une expression qui n'était pas tant le choc qu'une piteuse gêne de sa propre lâcheté. « Ça fait des lustres que je te supplie de la virer. Tu as vu la honte qu'elle nous inflige devant des partenaires de cette envergure ?» Une seconde de silence glacial flotta. Et soudain, depuis les rangs des conseillers et des parasites massés sur les flancs, des ricanements perlèrent. Pas de l'hilarité franche. Le genre de ricanement couard, poisseux, que les eunuques lâchent pour masquer leur propre malaise en choisissant la voie de la facilité, s'aplatirent devant le tyran de service. Christine fondit sur Hélène et la repoussa violemment vers la sortie d'un revers de main, comme on balaye un sac poubelle qui encombre le passage. Il est terrifiant de concevoir qu'un être humain puisse se montrer d'une telle abjection, n'est-ce pas ? Qu'au milieu de tout cet étalage de fric, de pouvoir et de vernis mondain, ce qui remonte à la surface soit ça, la bassesse à l'état brut, la cruauté la plus minable, celle qui ne s'exprime que lorsqu'elle a la certitude que sa cible est à terre et sans défense. Si cette infamie vous donne la nausée, laissez votre pouce bleu immédiatement pour signifier que vous êtes aux côtés de Madame Hélène. Hélène quitta la pièce. La lourde porte se verrouilla dans son dos avec un cliquetis sourd. Et dans la pénombre du vestibule, pour la première fois en 3 décennies d'esclavage entre ses murs, ses yeux s'embuèrent. Elle ravala ses larmes, serrait les mâchoires. Elle prit une profonde inspiration par le nez, d'une lenteur infinie. Elle fixa ses propres paumes, agrippées à l'argent du plateau. Ces mêmes paumes qui avaient servi le café à ses pontes quelques minutes plus tôt. Ces mêmes mains qui avaient bordé Édouard lorsqu'il n'était qu'un gamin terrorisé par l'obscurité. Elle posa son fardeau sur la commode de l'entrée, fouilla dans la poche de son uniforme. Elle en extirpa le carnet usé qu'elle gardait sur elle depuis des jours, saturé de l'enquête nocturne de ces dernières semaines. Elle effleura la tranche du papier, ferma les yeux. 30 années rayées de la carte. 30 ans à éponger les paroles sans jamais avoir droit au chapitre, à hanter les lieux sans jamais y exister.
a dompté une langue morte que tout le monde ignorait qu'elle maîtrisait, consumant ses nuits solitaires penchées sur des ouvrages payés avec ses miettes de pourboire. 30 ans de purgatoire pour accoucher de cet instant précis. Elle replia le carnet, le rangea à l'abri. Et au lieu de se réfugier dans sa cuisine, au lieu de s'enfuir par l'escalier de service comme l'exigeait sûrement Christine, elle fit pivoter sa carcasse pour faire face à la double porte. Une énorme bouffée d'oxygène. Et elle ouvrit la porte. Le couloir était silencieux. De l'autre côté de la porte fermée, la réunion avait repris son cours. Les voix avaient retrouvé leur timbre protocolaire, ce tempo doucereux de ceux qui clôturent un chapitre et se préparent à dégainer le stylo. Christine avait ripolliné la scène avec la même aisance qu'elle avait mise à piétiner la dignité d'une femme. Pour elle, l'incident était déjà purgé, classé, enterré. Hélène resta figée dans le couloir un long moment. Les ricanements lâches qui avaient suinté à travers les boiseries résonnaient encore, plantés quelque part au fond de sa cage thoracique. Pas un vacarme, mais un écho persistant, comme ces fréquences parasites que les autres ne peuvent pas capter. Elle fixa ses propres mains, et c'est là que le flashback la frappa de plein fouet. Ce n'était pas une vague nostalgie romantique, c'était le genre de uppercut qui vous remonte à la gueule, sans prévenir, ravivant les odeurs, la température et la densité chirurgicale d'un instant enseveli dans les abysses de votre crâne depuis des décennies. Elle avait 11 ans. Beyrouth irradiait encore de cette aura dorée propre aux cités qui ignorent l'apocalypse qui les guette. Son père siégeait à la table de la véranda, noyé sous une montagne de dossiers, le stylo greffé au doigt, les traits barrés par cette gravité majestueuse qu'elle avait appris à révérer dès le berceau. Il était traducteur, pas pour de la paperasse ordinaire, pour des contrats. Les pactes liant les consortiums brésiliens aux requins du Moyen-Orient, ces parchemins qui faisaient pleuvoir les millions, qui bâtissaient et désintégraient les empires et qui exigeaient une acuité de lecture dépassant de très loin la simple barrière de la langue. Elle campait à ses côtés durant son labeur, sans piper mot, juste une éponge. Un jour, il l'avait happé contre lui et avait pointé la mine de son stylo sur un alinéa. « Anna » avait-il murmuré, utilisant ce prénom que lui seul avait le droit de prononcer. « Scrute bien ceci. Cette clause a l'air d'un agneau, mais elle camoufle un braquage en règle. Sais-tu comment la démasquer ?» Et il avait entamé son initiation. Loin des bancs de l'école, une transmission de sang, de père en fille. Le legs du patriarche qui vous arme pour la guerre dont il sent l'approche. Elle a dompté l'arabe avant même de savoir gribouiller dans n'importe quel autre idiome. Elle a appris à décortiquer un contrat avant d'apprendre ses tables de multiplication. Elle a assimilé que les embrouilles les plus létales ne paradent jamais dans les grands titres, elles prolifèrent dans les sous-sections, tapis au milieu des pages que les idiots n'ont jamais le courage de lire jusqu'au bout. À la mort de ses parents, elle venait de fêter ses 15 piges. Le Brésil s'était imposé comme une terre d'exil subi, tractée par une tante éloignée débordant plus de devoirs que d'amour. Et la langue arabe, l'expertise juridique, l'héritage intellectuel colossal de son père, tout avait été cadenassé dans le silence de sa mémoire. Ce nouveau monde n'avait que faire de son cerveau. Il n'y avait de la place que pour sa force de travail, pour son utilité, pour son invisibilité. 30 piges passées sous les radars. Hélène rouvrit les yeux. Les portes du salon se dressaient à quelques mètres d'elle. Elle fila vers la cuisine, s'empara d'une tasse, s'y accrocha une poignée de secondes, sans but précis, avec ce besoin viscéral de s'arrimer à un objet physique le temps de rebooter son système nerveux. Ses pupilles balayèrent le duplex avec une acuité totalement inédite. Elle l'avait lu, ce putain de contrat. L'avant-veille, alors qu'elle rafraîchissait les serviettes dans la suite d'Édouard, elle avait repéré une copie du parchemin vomi sur la table de nuit. Le fiston avait ce vice de trimballer ses dossiers dans son plumard et ce défaut tout aussi chronique de s'écrouler de sommeil avant d'en voir le bout. La relique était truffée de post-it, mais le carnage s'arrêtait aux premières pages. Les pages centrales, les plus indigestes, les plus blindées de jargon technique, les plus mortelles, étaient vierges de toute annotation. Ses yeux n'avaient scanné ces pages que pendant 60 petites secondes. Ça avait largement suffi, parce que son géniteur lui avait inculqué très exactement où braquer la lampe torche. L'entourloupe moisissait à la page 42. Ensevelie sous une coulée de boue juridique en arabe classique,
au sein d'un paragraphe qui démarrait sur des conneries d'optimisation fiscale pour s'achever sur un hold-up caractérisé. La rhétorique était d'une perversité absolue, délibérément nébuleuse, façonnée pour endormir les guignols infoutus de lire entre les lignes. Sauf qu'Hélène, elle, pigeait l'entourloupe. Elle ferma les yeux une seconde au milieu de sa cuisine, ressuscitant mentalement le puzzle qu'elle avait photographié. L'ossature de l'alinéa, son matricule, la sous-section, les termes exacts au millimètre près. Son père lui avait martelé que la mémoire est la seule chambre forte qu'aucun salopard ne pourra jamais forcer. Le brouhaha du salon changea de braquet. Plus solennel, plus laconique, le murmure qui annonce le sacrifice. Il touchait au but, à la putain de signature. Hélène reposa la tasse sur le comptoir avec une sérénité paranormale, lissa son tablier, inspira une goulée d'air monumentale par les narines, puis elle s'élança dans le corridor en direction de l'arène avec une foulée qui n'avait plus rien à voir avec le trottillement de la Souillon venant faire le ramasse-miettes. C'était la marche impériale de celle qui dégaine l'arsenal lourd qu'elle planquait depuis qu'elle était en âge de marcher. Elle ouvrit les portes à la volée. Le panorama était figé dans la glace, d'une solennité ridicule. Édouard, la plume au poing, courbé au-dessus de l'abattoir, les vautours orientaux arborant leur poker face des grands jours, les sbires relégués sur les flancs avec le garde-à-vous des figurants qui s'extasient devant l'histoire. Christine trônait en vigie derrière lui, le sourire siliconé qu'elle avait tellement poncé qu'il passait presque pour authentique. Personne ne leva le petit doigt pour la stopper, sans doute parce que son allure ne réclamait l'autorisation de personne. Elle fendit l'espace vers la table avec une telle trajectoire balistique que la foule s'écartait d'instinct sans même s'en apercevoir. Elle déboula sur le dossier et avant que le moindre cerveau de la pièce n'ait eu le temps de capter l'anomalie de la matrice, elle abattit ses paumes sur le pavé et se mit à le feuilleter, à la vitesse de l'éclair. Pas l'affolement du chercheur d'or. La précision du sniper qui connaît les coordonnées de la cible par cœur. Le silence de mort qui s'abattit sur la crypte fut de ceux qui vous paralysent quand la fréquence du réel déraille et que votre matière grise pédale dans la semoule pour rattraper le train. Christine fut la première à dégainer. Elle s'arracha de son siège avec une telle violence que les dossiers s'éparpillèrent sur le cuir. Son rictus de pin-up avait fondu, supplanté par sa vraie nature, le seul démon qu'elle n'avait jamais réussi à dompter en public, la panique noyée dans l'indignation de pacotille. « Qu'est-ce que tu fous, putain ?» Ces décibels fracturèrent l'acoustique de la pièce. « Enlève tes pattes sales de ce document, sécurité !» Personne ne bougea un cil, parce que Madame Hélène venait de planter ses griffes sur une page. La page 42. Elle scanna le bloc de hiéroglyphes pendant une seconde chrono, puis releva le menton, et quand elle ouvrit les vannes, le souffle qui s'en extirpa congela l'oxygène de la pièce. Elle se mit à déclamer en arabe, et pas le baragouinage poussif du touriste qui a bachoté son assimile, pas le sabir de bazar du négociant du dimanche. C'était la symphonie pur sang de celle qui a tété cette langue sur les balcons de son enfance, de celle qui y a été alphabétisée avant de connaître la couleur d'une autre lettre, de celle qui a couvé cette braise à l'abri des tempêtes durant 3 putains de décennies de mutisme forcé. Le taulier des investisseurs, le patriarche à la barbe d'argent qui l'avait scruté avec cette suspicion indéchiffrable en sirotant son café, se redressa d'un bloc dans son fauteuil. Ces 2 lieutenants échangèrent un regard halluciné. Hélène acheva la sourate dans la langue originelle, braqua ses pupilles sur Édouard et balança la traduction. La clause 47, sous-section 3. Sa voix était d'un calme olympien, une sérénité de marbre. L'acheteur cédera 51% du fonds de roulement à une holding écran aux Caraïbes contrôlée par la fiancée du vendeur au moment de la signature. Édouard cessa de respirer. Son Mont Blanc lévitait au-dessus de la potence, à 3 mm de son arrêt de mort. Hélène toisa Christine. Ce n'est pas un deal. Elle laissa couler les mots, purifiée de toute rage, dépouillée de tout triomphalisme sadique, armée de la seule limpidité clinique de la vérité absolue qui se contrefout des enluminures. C'est un putain de hold-up. Le dignitaire du Golfe s'arracha de son siège. Il décocha une rafale en arabe, droit dans les yeux d'Hélène, sur une fréquence qui n'avait rien d'un point d'interrogation. C'est un constat, la validation de l'escroquerie qu'il avait flairée dès l'instant où elle avait posé sa soucoupe. Hélène riposta. En arabe dans le texte, 3 rafales chirurgicales, létales. Le nabab hocha la tête, lentement.
une seule fois. Puis il verrouilla Édouard avec un faciès métamorphosé. Exit les salamalek de l'hypocrisie diplomatique. Ce qui suintait de ses traits était infiniment plus dantesque, plus viscéral, et cachait en son sein le Graal qu'Édouard n'aurait jamais imaginé déchiffrer sur le visage d'un requin du Golfe, au moment où le contrat capote. Le respect, sûrement pas pour lui. Pour le coup de maître qui venait de vaporiser le braquage dans les règles de l'art. Christine s'était dégonflée de 2 pas vers le placo. Son sourire hollywoodien avait été rayé de la carte. Ses mâchoires s'ouvraient et se fermaient dans le vide, tel un putain de poisson rouge agonisant sur la moquette, cherchant l'issue de secours dans une tôle dont on venait de murer les fenêtres. Édouard fixa le parchemin, fixa Christine, fixa Hélène, et lâcha la plume sur le bois verni. Le silence de mort qui s'empara du salon n'avait plus rien à voir avec les apnées de l'après-midi, ni celui du protocole pompeux, ni celui de la gêne bourgeoise. C'était la torpeur abyssale du condamné qui sent la trappe se dérober sous ses semelles et qui n'a pas encore capté l'ampleur de la chute. Christine était plaquée contre la tapisserie, les bras barricadés en croix sur la poitrine, la posture minable de celle qui mime l'insolence alors qu'elle n'est qu'en position fétale de survie. Ses billes rebondissaient en ping-pong entre Hélène, Édouard et les émirs, moulinant les variables de son naufrage, mais se mangeant pour la première fois un putain de crash système. Les parasites agglutinés sur les pourtours s'étaient dissous dans le décor. Personne n'osait pomper assez d'oxygène pour exister. C'est le moment qu'a choisi le général en chef de la délégation pour prendre la parole, le daron du trio. Le barbu au verre percé qu'il avait scanné pendant la corvée de café, qui n'avait pas encore percé l'énigme, mais qui sentait l'embrouille à plein nez. Il s'érigea majestueusement avec cette prestance impériale de celui qui n'a nul besoin d'arborer une Rolex pour écraser l'assistance de son aura. Il ne dédaigna pas un regard pour Édouard, et encore moins pour la croqueuse de diamants. Il plongea dans les yeux de Madame Hélène, et lorsqu'il lâcha les chevaux, ce fut en arabe, dans le texte, avec la déférence absolue du roi qui adresse une requête à son alter ego. À quelle source avez-vous forgé une telle maestria ? Son timbre était grave, mais chaque phonème claquait comme une munition de précision. Ce n'est pas le jargon des ruelles de souk, ni les mondanités de pacotille, c'est l'idiome des cours de justice suprême, le lexique impitoyable des pactes qui asservissent les continents. L'auditoire était suspendu à ses lèvres, même les beaufs infoutus de capter la moindre consonne. Hélène planta ses pupilles dans les siennes, et répliqua dans le même registre, auréolée d'une noblesse qui se foutait des artifices pour éclabousser la pièce. Elle lui relata qu'elle avait été initiée par l'unique maître qui n'avait jamais trahi sa parole. Elle lâcha le blaze de son daron, exhuma ses racines, la nature de son sacerdoce et les multinationales qui l'avaient servi. Elle balança tout ça avec l'exactitude de celle qui porte ce legs, non pas comme une vulgaire nostalgie de pleureuse, mais comme une colonne vertébrale. L'ossature titanesque sur laquelle elle avait empilé les gravats de sa putain de vie. Le cacique du Golfe l'écouta dans un immobilisme marmoréen. À la fin de l'oraison, il marqua un long temps d'arrêt, avant de basculer vers Édouard. C'est à cette seconde qu'Hélène, pour l'unique fois de la journée, pivota son buste vers le gosse de riche qu'elle torchait depuis 3 décennies, et embraya en français sur cette fréquence radio qu'elle activait quand elle voulait transpercer son âme, et pas seulement son cortex. « Monsieur Édouard, votre père, paix à son âme, n'en ignorait rien. » Édouard plissa le front, embourbé dans le brouillard. Mon daron était l'expert traducteur qui a scellé la toute première alliance de l'empire familial avec les frères du Golfe. Elle égrenait les syllabes avec la lenteur majestueuse des légendes enterrées depuis trop d'hivers. C'est lui qui s'est posé dans cette foutue métropole, dans un rafio qui ressemblait à ce salon, et qui a converti l'arabe en français et le français en arabe, pour que votre grand-père puisse toper avec des caïds du bout du monde pour la toute première fois. Édouard en laissa tomber sa mâchoire. Il a passé l'arme à gauche en me gravant dans le crâne que la gloire s'arrache par la science, pas par la marque de ton costard. Ses yeux brillaient de larmes ravalées, mais sa voix filait droit, aussi incassable qu'elle l'avait été tout au long de sa tôle dans cette prison de luxe. Quand il a cassé sa pipe, je me suis retrouvé à poil. Pas de fric, pas de clan pour me repêcher, aucune putain de porte de sortie. Je n'avais que l'arsenal qu'il m'avait injecté dans les veines. Elle effleura son thorax du bout des doigts. Et l'armure qu'un père coule dans les tripes de sa gosse, aucun fils de pute ne peut vous la voler.
L'apnée qui succéda à la tirade força l'assemblée à dévisager le bout de ses pompes, sans trop savoir pourquoi la honte les rongeait. Édouard l'auscultait avec un visage qui transcendait de loin la bête sidération. C'était la gueule du miraculé qui rebootait 30 ans d'archives mémorielles en simultané, redécouvrant chaque scène du film avec de nouvelles lunettes 3D. La gonzesse qui lui préparait son noir bien tassé depuis qu'il avait l'âge de pisser. Qui lui bordait son pieu quand il flippait des monstres sous le lit. Qui avait coffré ses confessions inavouables sans jamais vendre la mèche au plus offrant. Qui s'était fait lourder de cette pièce quelques heures plus tôt par la main gantée d'une salope qui n'avait même pas le droit de fouler ce tapis perçant, et qui était revenu de l'enfer, pas les mains pleines de sang, mais blindé de munitions intellectuelles. Le parrain du Golfe avait encaissé l'intégralité du monologue. Quand le cerveau d'Édouard eut fini d'en compiler la quintessence, le monarque pivota la tête vers Christine, avec la lenteur du canon d'un char d'assaut. Il choisit l'anglais pour l'estocade, pour éradiquer la moindre ambiguïté, pour que la lie de la société qui tapissait cette pièce, peu importe son pédigré, assimile l'avis de décès au mot près. Ce contrat est pulvérisé. Sa voix avait la température du cadavre sur la table d'autopsie. Notre empire ne deal pas avec les escrocs à la petite semaine. Christine goba des mouches, fermeture du clapet, réouverture, le néant. Son sourire carnassier, qui lui tenait lieu de gilet pare-balles, s'était désintégré dans l'éther, mettant à poil la bête immonde. Paniquée, crucifiée sous les spots, amputée du moindre artifice qu'elle avait mis tant de mois à polir. L'émir ne gaspilla pas un battement de cils supplémentaire pour sa misérable carcasse. Il revint à Madame Hélène. Il extirpa de son veston sur mesure une carte de visite, l'enserrait à 2 mains, comme on tend l'épée sacrée à un chevalier adoubé, et la lui offrit avec une infime inclinaison de la nuque. Une génuflexion d'une telle insolence d'admiration qu'elle claqua le beignet à l'intégralité du cheptel. « Si le poste de consultante en géopolitique juridique vous intéresse, déclara-t-il dans son anglais clinique qui n'avait nul besoin d'ampli pour vitrifier l'auditoire, notre consortium vous ouvre ses portes. Un vrai putain de poste, adossé à la rémunération colossale que votre expertise commande. » Hélène fixa le Bristol, une contemplation qui s'éternisa bien plus qu'elle ne le fut en réalité. Puis elle harponna le vieux lion du regard. Et avec la maestria olympienne dont elle avait fait preuve tout au long de cette purge, tout au long de sa putain de vie, elle tendit la main et intercepta l'offrande avec une prestance telle que la moitié des zombies de l'assistance eurent la furieuse envie de se mettre au garde à vous sans même entraver pourquoi. Édouard avait décollé de sa chaise. Il lévitait au-dessus du sol, son squelette ayant rejeté l'idée même de rester cul sur terre face à l'énormité de la scène. Ses rétines fixaient Hélène, saturée d'un cocktail toxique de culpabilité féroce, de gratitude infinie et de la réalisation acide qu'il l'avait prise de haut le matin même, l'avait cataloguée de paranoïaque et avait laissé une sangsue à dégager comme un malpropre sans broncher. Christine rafla son sac Kelly. Mutisme absolu, le trou noir des abîmes. Toute pathétique tentative de plaidoirie aurait été périmée avant même d'être vociférée. Elle battit en retraite vers l'issue de secours de sa démarche faussement altière qui trahissait la débandade de la poule mouillée et s'exfiltra sans un putain de regard en arrière. Le battant claqua. Et pour la première fois du round, le penthouse expulsa la pression accumulée. L'un des sbires juvéniles vida l'oxygène qu'il stockait depuis la genèse. Une toux foireuse s'égara. La paperasse de la fraude trônait sur le bureau. Cadavre expiatoire du plan foireux, démantelé par la boniche, armé d'un putain de bout de carton, légué par son paternel 30 ans plus tôt. Hélène coula un dernier regard sur le sésame, l'ensevelit dans la poche de son tablier, collé serré à son carnet de guerre, et retourna fissa collecter la porcelaine sale qui poireautait encore sur le cuir. Le syndicat du Golfe leva le camp avec l'arrogance placide de leur intrusion. Sans stress, sans esclandre. Le taulier se contenta de rapatrier ses classeurs, de coincer son attaché-case sous le coude, et avant de franchir le sas, il décrocha un ultime coup d'œil à l'attention d'Hélène, campée près de la desserte. Un regard d'un quart de seconde, qui valait tous les putains de diplômes encadrés dans l'or massif de la planète Terre. Les grilles de l'ascenseur se scellèrent, et Christine se retrouva seule au milieu de cette pièce avec Édouard. Elle a sorti les rames. Faut lui laisser ça. Elle s'est démenée pour rafistoler une théorie du complot, un putain de conte de fées qui tenait la route,
un baratin vaseux pour reporter la faute sur autrui, ou la diluer dans l'éther et s'acheter du sursis. Elle a balancé des salades sur l'architecture de la holding caribéenne, jurant ses grands dieux que c'était monnaie courante à Wall Street, qu'elle était la victime d'un effroyable malentendu. Le flot de paroles se ramassait à la petite cuillère, amputé de sa morgue habituelle et du rictus siliconé qui sertissait l'arnaque. C'était le stand-up kamikaze de l'imposteur qui navigue à vue sur les cendres de son script carbonisé. Édouard l'a laissé s'enferrer. Il s'est statufié de l'autre côté du bureau, les bras le long du corps, défiguré par un faciès qu'Hélène ne lui avait jamais soupçonné. Exit le magma volcanique de la rage puérile qu'on attend du petit bourge trahi. C'était un froid sibérien définitif. La lucidité chirurgicale du Maccabée qui se réveille du coma et qui acte qu'il n'en a plus rien à carrer de retourner pioncer. Quand Christine eut vidé son sac, le silence dura un battement de cils. Édouard empoigna le contrat, sans chichi, sans la ramener avec un prêchi-prêcha de procureur, par la fulgurance du mec qui n'a pas besoin de caméra, il agrippa le tas de paperasse des deux mains et le lacéra en deux. Le craquement de la cellulose dans cette chambre funéraire fut le son le plus limpide du siècle. Il balança les cadavres sur le bois massif. « Rideau, Christine !» Une voix d'outre-tombe, presque lénifiante. « Tu t'es cru assez maligne pour dynamiter mon empire. » Il la transperça de ses nouvelles pupilles au laser. « Et tu as chié sur l'unique âme qui m'a toujours couvert les miches. » Christine ouvrit le bec pour l'ultime plaidoirie. Mais Édouard lui avait déjà tourné les talons. Elle a foutu le camp cette nuit-là, son sac de luxe et son futal d'hiver sur le dos, encadré jusqu'au portail par deux gorilles qu'Édouard avait sifflé sans même hausser le ton. Zéro mélodrame, zéro larme de croco. Uniquement la résonance de ses talons de pute sur le marbre du couloir, disparaissant dans le néant, suivi par le requiem d'une histoire qui s'achève pour l'éternité. Mais le calvaire de Christine ne s'est pas éteint à cet instant. Dans la foulée, alors qu'Édouard raccommodait les ruines de l'Apocalypse, les baveux de la dynastie furent lâchés en meute pour auditer les dossiers des 2 dernières années où la menthe religieuse avait opéré comme chef de file. Le butin de la perquisition ne choqua personne parmi les initiés, mais l'ampleur du gâchis avait de quoi filer un infarctus au commun des mortels. La holding pirate des Caraïbes n'était pas son coup d'essai, c'était l'apothéose. Il y avait des traînées de poudre de détournement furtif échelonnées sur 18 mois, des virements saucissonnés au centime près pour ne pas réveiller les alarmes, du siphonnage déguisé en honoraires de consulting pour des coquilles vides. Christine avait exploité l'aveuglement d'Édouard avec la même voracité qu'un toxico pille la caisse du supermarché avec un passe-partout. Édouard a paraphé la plainte au pénal par un mardi matin ensoleillé, sans trembler du menton. 15 jours plus tard, un bête après-midi où le soleil caressait le hall en marbre de la résidence avec cette lumière caramélisée de l'automne, Christine s'est fait escorter vers la sortie par 2 flics. Pas de bracelets au poignet pour l'instant, mais la crête rabaissée de 3 crans. Le manteau de créateur tombait de travers. Son brushing de starlet, d'ordinaire tiré à 4 épingles, partait en vrille. Et sur son faciès, on lisait un cocktail explosif de haine pure et d'opprobre crasse qu'aucun miroir hollywoodien n'oserait refléter. Depuis le 5e étage, à travers la vitre de ce même salon qui avait abrité la reine, Madame Hélène matait la scène. Les mains nonchalamment posées sur la corniche, le tablier de guerre toujours ceinturé, le masque de sphinx imperturbable qui l'avait accompagné dans les tranchées de cette épopée. Zéro rictus de victoire. Zéro sadisme mal placé face au naufrage de la mégère en bas. Juste la validation implacable de la leçon de son père ingurgité des lustres avant d'en piger le sens. Les mensonges ont un tonnage gravitationnel et l'univers finit toujours par vous présenter la facture de votre propre merde. La bagnole de flic s'arracha du domaine. Elle garda les yeux braqués sur le pare-choc jusqu'à ce qu'il se désintègre au coin de la rue. À présent, l'heure du verdict. Si vous étiez dans les pompes d'Édouard, auriez-vous traîné Christine devant la cour d'assises ou l'auriez-vous laissé crever dans son caniveau pour passer à autre chose? Pensez-vous que la guillotine judiciaire était un impératif ou le bannissement de ces putains de bureaux suffisait-il à laver l'affront? Balancez vos sentences dans les commentaires, je veux savoir de quelle trempe vous êtes fait. 6 mois se sont tirés et le penthouse n'a pas bougé d'un iota. Le marbre, les toiles de maître, le tapis ancestral.
Mais d'autres variables ont valdingué avec une magnitude qui ne se calcule pas au mètre carré. Madame Hélène n'y faisait plus la poussière. Pas pour cause de licenciement, mais parce qu'on lui avait déroulé le tapis rouge vers d'autres sphères. Son nouveau quartier général siégeait au 18e étage d'une tour de verre dans le quartier d'affaires de la Défense, griffé du logo immaculé du cartel de Dubaï sur le fronton. Un bureau d'une sobriété clinique, saturé de paperasse en 3 langues et surplombé par un ordinateur à double écran panoramique. Le tailleur blanc, estampillé aux couleurs de la firme, était toujours repassé au millimètre. Elle avait percuté, non sans une certaine jubilation, que l'ossature forgée par 30 piges de ménage obsessionnel constituait la posture létale exigée d'une consultante juridique en salle de crise. Elle autopsiait les beaux avec la même rage de vaincre. Elle traquait dans les abysses des sous-sections noyées sous les pavés de blabla les paragraphes d'apparence angélique qui camouflaient des braquages de haut vol. Et elle torchait le boulot, avec un acharnement qui avait scié le souffle des actionnaires de l'Émirat dès son baptême du feu. Un jeudi, dans le creux de l'après-midi, la porte du bureau s'ouvrit. Édouard s'engouffra avec 2 jus de chaussettes posés sur un carton, le genre de cam qu'on rafle au Starbucks du rez-de-chaussée, sans fioriture. Il dégaina son sourire de gosse au moment où elle décollait ses orbites de la paperasse. « Posez ça sur le bureau », siffla-t-elle, avec l'intonation inchangée de la patronne. Il s'esclaffa, se vautra dans le fauteuil en cuir d'en face, à l'identique de l'époque où il squattait l'îlot de sa cuisine pour lui balancer des secrets d'alcôve qu'il ne pouvait confier à personne d'autre. Ils ont taillé le bout de gras pendant 60 minutes chrono sur les nouvelles joint ventures avec le golf, sur les pépites de corruption qu'elle avait déterrées la veille, sur la sauterie programmée le mois d'après à Dubaï. Édouard lui causait désormais avec une dévotion qui balayait l'affection potiche d'antan, pas moins viscérale, juste infiniment plus digne. À son départ, Hélène laissa l'horloge tourner quelques minutes de plus, cramponnée à son gobelet en carton, dévorant la skyline parisienne depuis son donjon de verre. Accroché à la cloison de son bunker, encadré avec une obsession qui traduisait l'amour de l'homme qui l'avait cloué là, trônait une relique. Une photographie noir et blanc, les bords rongés par le temps. Un patriarche affaissé sur un bureau farci de paplard, la plume comme prolongement de la main, le visage buriné par l'austérité impériale qu'elle avait idolâtrée dès le berceau. Son paternel, le maître traducteur, le seigneur de la guerre qui avait rendu l'âme en lui, gravant dans le cerveau que la gloire s'arrache par le savoir et non par le code-barre du costard. Elle fixa le portrait avec la gueule de celle qui n'a plus besoin de gaspiller d'oxygène pour communier, et se replongea dans l'exécution de son contrat. L'aristocratie pure ne coule ni dans les globules rouges, ni dans le compte en banque. Elle réside dans la science que l'on brandit avec fierté à travers les tempêtes les plus gores et dans la morale que l'on se sculpte lorsque tous les projecteurs sont éteints. Les hyènes qui vous cataloguent sur la simple vue de votre tablier sont infoutus de deviner l'arme de destruction massive qui crépite dans votre poitrail. Et les gisements d'or les plus colossaux de cette putain de vie végètent la plupart du temps sous le nez de ceux qui n'ont jamais pris la peine d'ouvrir les yeux. Si vous cautionnez que le savoir et la noblesse d'âme foutront toujours une rouste sanglante à l'arrogance des minables, abonnez-vous à la chaîne et fracassez la cloche des notifications pour ne zapper aucune de nos épopées de gladiateurs. Notre putain de famille vous attend de pied ferme.